Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va terminer un petit peu la partie matériaux avec une notion qui est très importante. Il s'agit du procédural et notamment les textures générées procéduralement. Alors je vais un petit peu vous introduire le concept aujourd'hui et dans la vidéo future, on verra des exemples plus concrets. On passera un petit peu en revue les nodes de textures procédurales présentes dans Blender pour que vous puissiez bien comprendre ce concept dont on entend parler de plus en plus, donc certainement que vous avez déjà entendu le terme. Si vous ne connaissez pas trop, on va vraiment voir aujourd'hui à quoi ça correspond. Et pour ce faire, je vais passer en mode Eevee classique et en Material Preview Mode pour bien voir comment se comportent ces textures-là sur mon objet. Alors je travaille en Eevee tout simplement pour des questions de facilité, de rapidité parce que j'enregistre en même temps, mais ça fonctionne de la même manière avec Cycles, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le matériau de base, il va aller très bien, donc je peux aller dans le Shader Editor et je vais mettre tout ça en grand pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Alors déjà, quelle est la différence entre une texture classique et une texture générée procéduralement? C'est une notion qui, pour ceux qui sont habitués à travailler en 3D, est assez facile à comprendre la différence, mais pour une personne qui débute, c'est peut-être pas évident. Sachez que quand vous importez une texture classique dans Blender, la plupart du temps, si ce n'est pas du vectoriel, on va utiliser ce qu'on appelle une texture bitmap, c'est-à-dire une texture constituée de pixels. Alors un pixel c'est quoi? Je ne vais pas vous faire la définition, mais une image est constituée de pixels, c'est en fait une matrice. Voilà, donc une matrice c'est un tableau, pour généraliser, un tableau avec un nombre de pixels en termes de largeur, comme ceci, et de hauteur. Donc ça c'est une image bitmap, une texture classique. Une résolution par exemple qui est assez connue aujourd'hui, c'est le 1080p, donc le Full HD classique, c'est du 1920 par du 1080. C'est-à-dire que vous allez avoir 1920 pixels en largeur et 1080 en hauteur. Et chaque pixel va avoir des informations de RGBA ou autre en fonction du format utilisé. Alors pourquoi je vous explique ça? Parce que ces formats d'images-là qu'on utilise la plupart du temps, comme on a vu dans la vidéo précédente, c'est en fait un fichier externe, j'insiste bien sur le externe, que vous allez importer dans Blender, qui va interpréter, qui va projeter sur une surface, et qui est assez, on va dire, rigide dans le sens où vous ne pouvez pas trop changer sa taille. Si vous augmentez l'objet, par exemple, la résolution, elle ne va pas bouger, ça reste du 1920 par 1080, on fait ce qu'on appelle de l'upscaling, donc on va étirer notre texture, on va perdre de la qualité, et inversement, si on la compresse, il va y avoir des calculs supplémentaires, chose qui n'est pas du tout réalisée avec une texture procédurale. Donc, en fait, quand on parle de procédural dans les matériaux, le terme procédural est assez vague, c'est une texture générée procéduralement. Alors, le procédural, c'est quoi? C'est pas un fichier qui va être externe à Blender. C'est vraiment, donc je vais écrire procédural, voilà, c'est mal écrit, mais je le dis à l'oral, donc vous comprendrez. C'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur, contrairement à une texture bitmap, mais c'est quelque chose qui va être généré, d'accord? Qui va être généré directement avec un algorithme présent dans Blender. Il y en a un certain nombre, ils sont souvent communs entre les logiciels de 3D, vous allez vous retrouver. Et du coup, la grande force du procédural, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de perte de qualité. Et on pourrait comparer ça vraiment en arrondissant les angles, parce que c'est pas tout à fait pareil, à une texture vectorielle. C'est-à-dire que plus vous allez tirer, plus vous n'allez pas perdre d'informations en fait. Sauf que le vectoriel, si vous l'importez, il est statique, alors que le procédural, en plus de ce côté vectoriel, il va avoir différents paramétrages que vous allez pouvoir modifier en temps réel. C'est peut-être un petit peu abstrait, mais je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Donc on va travailler à Base Color, exactement de la même manière quand on rajoute une image texture, une bitmap, et je fais Shift A et je vais aller dans Texture. Et toutes les textures procédurales se situent ici. Donc nous en principe, on utilise le Image Texture, qui n'est pour le coup pas procédural. Alors là, vous dites, attends, tu m'as dit que tout ce qu'il y avait ici, c'est le procédural. On va dire 95%. Le image texture, c'est pas du procédural. Le IES, ça ne l'est pas. Et l'environnement texture, ça ne l'est pas également. Donc ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est présent dans ce mode-là, parce qu'on l'utilise très souvent, voire tout le temps, avec le world et non sur les objets. Mais après le reste, si je fais pas de bêtises, normalement c'est que du procédural. Donc aujourd'hui, on va voir par exemple le noise texture qui est très utile et que j'utilise très souvent, vous allez comprendre pourquoi. Donc quand je rajoute une noise texture, vous voyez, il y a beaucoup d'entrées, ça peut faire peur, et il y a deux sorties. Donc si je rejoins le factor à ma base color, vous voyez que déjà, ça m'a généré quelque chose sur mon objet. Alors là, vous vous dites, ah ouais, c'est super, en plus il y a plein de paramétrages, mais comment lui, il le génère? Mais par défaut, si je fais Shift A, que je vais dans Input et Texture Coordinates, Blender, normalement, si vous utilisez une image texture, il va se baser par défaut sur les UV. Sauf qu'avec ces nodes-là de texture générées procéduralement, c'est pas le cas. Si je relie ici le UV au vector,
on n'a pas la même chose. Donc en fait, Blender, il utilise par défaut le Generated, qui est tout simplement une sorte d'UV, si vous voulez, qui va être généré sur mon objet. Donc sachez que si, la plupart du temps dans le procédural, on va utiliser soit le Generated, soit le Object, qui va être vraiment basé sur l'objet, et du coup, si je l'étire, je peux faire un CTRL-A, Scale, pour appliquer cette échelle-là. Donc ça, c'est assez intéressant de le comprendre. J'étire mon objet, lui, il ne va pas toucher à mon échelle, et si je fais CTRL-A, Scale, il va régénérer cette texture en fonction de l'échelle dont je lui ai indiqué. Donc ça permet d'obtenir vraiment quelque chose qui est assez intéressant, alors que le générer, vous voyez, même si j'applique l'échelle, rien ne va se passer. Bon, par défaut, on est en Generated, donc on va rester en ça. Je peux même supprimer ce node, il n'y a aucune différence. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. La plupart du temps, dans les textures générées procéduralement, les nodes, il va y avoir deux sorties. Ça va différer un petit peu, mais la plupart du temps, c'est ça. Je vous expliquerai les complexités dans les vidéos suivantes. On a le factor et la color. Donc le factor, c'est une échelle en noir et blanc, comme vous le voyez ici. Et la color, c'est tout simplement un signal sRGB qui va être projeté sur mon objet. Donc ces deux valeurs sont étroitement liées, parce que c'est une valeur noir et blanc de l'équivalent de la couleur qu'on a là. Donc nous, si on travaille sur le factor, voilà ce qui se passe. Et là, j'ai différents paramétrages. Ces paramétrages-là, ce sont les paramétrages de l'algorithme de génération de noise texture. Donc ça, c'est intégré dans Blender. Donc comprenez bien que c'est Blender qui le calcule. Donc vous ne pourrez pas exporter ceci comme une image classique. On va devoir passer par un bake, c'est-à-dire un calcul ou un render to texture si vous préférez, pour pouvoir le traiter dans notre logiciel. Donc l'avantage, c'est que là, dans Blender, ça prend très peu de poids parce que c'est un algorithme qui va générer mes textures, mais l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas l'exporter aussi facilement qu'une texture classique sans faire des opérations entre-temps. Donc j'ai différents paramétrages. Par exemple, comment je vais générer ma texture. Là, par défaut, je suis en 3D, donc on voit que ça le projette bien sur mon cube. Si je me le mets en 2D, vous allez voir que sur les côtés, on va avoir des soucis. Ça va m'étirer, en fait, me projeter de manière un petit peu bizarre ma texture. Donc si je passe en 2D, vous voyez, on a quelque chose d'assez bizarre, c'est normal, parce que là, Blender, il peut travailler qu'en 2D. Donc ça marcherait très bien pour un plan, mais pour un cube, ça ne peut pas le faire. On a la 3D, on a même de la 4D. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne perd pas d'informations, notamment avec cette échelle de scale. Si je la baisse, vous voyez, on a une chose un petit peu plus grossière qui va être étirée. Et si je la diminue, on peut obtenir un noise, donc un bruit qui est beaucoup plus faible. Et ça, en temps réel, je peux l'ajuster, je peux même l'animer si j'en ai envie. J'ai par exemple les détails. Donc là, je passe assez vite parce qu'on verra plus dans les autres vidéos comment tout ça on va l'utiliser. Donc à 0, ça fait vraiment flouter. Si j'augmente les détails, on commence déjà à obtenir quelque chose qui est vraiment pas mal. On a la roughness, pareil, ça a une influence. Et en fait, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, chaque texture procédurale, si je vais dans texture, brique, texture, vous allez voir, va avoir beaucoup de paramétrages qui vont différer et qui va permettre de toucher un petit peu à ces paramétrages. Pour ceux qui ont déjà utilisé des logiciels tels que Substance Designer, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà. On a également les distorsions. Donc, l'inconvénient, c'est qu'au cas par cas, pour chaque texture, il faut voir un petit peu à quoi ça correspond. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous allez comprendre comment manipuler ces textures, comment les mélanger, vous allez par exemple pouvoir obtenir des résultats comme ceci. Donc ça, je vais le mettre sur ma roughness. Je vais mettre du métal. Voilà, vous voyez là, on a un métal qui est assez sympa et qui a des sortes de variations dessus. Avec Shift A, je vais pouvoir rajouter une note de type invert qui permet d'inverser les valeurs. Et par exemple, obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Je pourrais même, avec une color ramp, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu, et là vous allez comprendre l'importance de ceci, accentuer les parties noires et accentuer les parties blanches pour obtenir par exemple quelque chose qui ressemble à ça. Et là vous voyez, on peut avoir un métal assez sympa. L'avantage du color ramp, c'est que je peux même animer mes positions. Donc si par exemple, hop là je vais aller ici, je vais rajouter une timeline. Vous allez voir que c'est très intuitif et que ça peut être très intéressant pour faire certaines animations. Là, vous voyez, je vais sur cette position-là, je fais I. Je vais aller à 40. Je vais décaler cette position-là, comme ceci. Je fais également I. Et ça me permet, si j'appuie sur espace, de voir, vous voyez, une animation de matériaux. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Et tout ceci grâce au procédural. On pourrait l'obtenir avec une texture classique, mais on n'aurait pas tous ces paramétrages. Et surtout, on n'aurait pas le côté échelle à l'infini, sans pour autant perdre de la qualité. Et la force du procédural, c'est qu'à partir d'une seule node, on va pouvoir la dupliquer, faire des petits changements, les mélanger et obtenir des résultats très rapidement. Donc vraiment aujourd'hui, c'est une présentation du concept procédural pour ceux qui ne connaissent pas. Donc une texture, si on doit résumer, générée procéduralement, j'insiste bien sur le générer, c'est quelque chose qui va être calculé à partir d'un algorithme présent dans Blender ou dans tout autre logiciel de rendu. Et qui va permettre de créer une sorte de texture qui va être appliquée sur notre objet, par opposition à une texture bitmap classique, une image qu'on va chercher sur Internet ou autre, qu'on va importer et qui vient de l'extérieur. Et du coup, on a quelques limitations.
Donc voilà, j'espère que vous aurez appris au moins cette notion aujourd'hui. On va faire 2 ou 3 vidéos, je pense, par la suite sur le procédural, vraiment pour mettre ça en application. Et je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao.